Mesdemoiselles, bonsoir. Mmh, Mesdemoiselles, jeune homme, bonsoir. Oui, il faut toujours être, Ça nous rajeunit, c'est bien. c'est bien. Alors, vraiment, je suis très ravi de vous avoir, Bérangère et Isabelle. Vous faites partie de l'association Sero France, c'est bien ça? Oui. Une association qui a été créée, si je me trompe pas, en 2014 par Myriam Belmire et une autre personne. Rappelez-moi son nom. Nicolas Dumont. Nicolas Dumont. Ok. Alors, d'après ce que j'ai compris, il fait plus trop partie de l'association. Non, il en est parti parce qu'il a beaucoup de travail à côté et qu'il ne peut pas être partout. Alors, juste avant de présenter votre association, vous allez un peu nous dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites au sein de cette association. On va commencer par Bérangère. Allez, Bérangère. Alors moi, je suis trésorière dans l'association. D'accord. Et pour toi, Isabelle? Moi, je suis vice-présidente et je suis psychologue clinicienne. D'accord. J'accompagne Alors, les personnes qui se disent abductées. alors là, c'est tout le sel de l'émission, c'est les abductés. Qu'est-ce qu'on appelle abductés? Isabelle? Ce sont des personnes qui pensent avoir, je dis qui pensent parce que étant psychologue, n'est-ce pas, je ne peux pas dire que c'est la réalité, la vérité, mais qui pensent avoir été enlevées ou en contact avec des personnes qui semblent être des extraterrestres. Alors, vous voyez, je mets beaucoup de précautions parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit au fond. Mais en tout cas, les scénarios, je dirais, sont toujours les mêmes, sont souvent les mêmes, et on reconnaît quelque chose qui se passe sur toute la Terre, en fait, sur tous les pays de la Terre. C'est pas spécialement dédié aux Américains, en fait. On voit que sur toute la Terre, les mêmes scénarios se répètent. Alors, forcément, pour s'intéresser à une association comme ça, il faut avoir été touché de près ou de loin par une abduction, j'ai envie de dire. Non, c'est réservé aux personnes abductées et aux personnes contactées. Vous avez des personnes qui ne savent pas si elles ont été abductées. D'accord. Et qui le sont peut-être. On va pas les... Oui, c'est pas possible. Donc alors, qui fait ce diagnostic entre guillemets d'une personne abductée? Comment ça se passe au sein de cette association? Alors on a un protocole qui est bien strict. Déjà dans le CA, on est un certain nombre d'abductés et des psychologues. On a plusieurs psychologues dans l'association. Au sein de l'association, tous les adhérents sont des adhérents approchés ou abductés, de façon à ce qu'on soit vraiment entre nous. C'est très important pour nous, parce qu'on ne peut pas parler. C'est un sujet qui est dont les gens rigolent, dont les gens se moquent, et on est obligé d'être entre nous pour pouvoir être libérés, quelque part. D'accord ? Donc, le protocole que Myriam et Nicolas ont mis en place, c'est que par l'intermédiaire des sites internet, les gens nous contactent, on reçoit un mail. De là, on prend un rendez-vous. Alors, soit Myriam et moi, dans un premier temps, on prend un rendez-vous avec la personne qui nous a écrit, elle nous raconte son histoire. En écoutant parler, on sait tout de suite si elle ment ou si elle ment pas, on voit le style de personne que c'est. Si elle veut continuer le chemin avec nous et être adhérent, on envoie un rendez-vous à... Enfin, moi, j'ai transmis à Isabelle, qui choisit un de ses psychologues, puisqu'elle est responsable du psychologue, qui choisit un psychologue pour discuter aussi, avoir un entretien aussi avec un psychologue. Ouais. Voilà. Et de là, on voit... oui. Vas-y, continue. Et de là, si la personne, on considère qu'elle est abductée ou contactée, on la fait rentrer dans l'association. Ma question, elle était, est-ce que quelqu'un qui va aller consulter un psychologue en ville, le psychologue peut être amené à vous l'orienter chez vous, dans l'association? C'est quand même rare. C'est quand même rare parce qu'il y a quand même peu de psychologues, je dirais, ou de psychiatres qui pensent que les abductions existent. Donc, ils vont trouver d'autres termes. C'est très rare qu'on puisse orienter vers nous, si ce n'est des thérapeutes plutôt énergéticiens, des gens qui sont ouverts à autre chose. Ça nous est arrivé qu'on nous envoie que des personnes qui sont des thérapeutes qui ne sont pas vraiment des médecins, vous voyez ce que je veux dire, énergéticiens, magnétiseurs, médiums, ou des gens qui font d'autres sortes de thérapies.
dirigent les gens vers nous. Mais nous, en tant que psychologues, on est des psychologues, je dirais, qui ont des diplômes de psychologue. C'était important pour Nicolas et pour Myriam de penser que c'était des cliniciens qui faisaient une sorte soit de diagnostic différentiel. Ce qu'on appelle diagnostic différentiel, c'est de voir si c'est pas des personnes qui auraient des pathologies ou bien qui auraient d'autres choses à... Oui, on va éliminer tout ce qui est somatique, on va éliminer une pathologie psychiatrique ou quelque chose comme ça, qui pourrait, voilà, un délire ou quelque chose comme ça. Ça. Si c'est des gens qui sont dans des délires, si c'est des gens qui sont des menteurs pathologiques, ou bien, voilà, ça, on va éviter, ou alors des personnes qui peuvent peut-être avoir été abductées, mais qui ont des gros problèmes, par exemple familiaux, des gros problèmes relationnels. On va d'abord leur dire d'essayer d'éclaircir tout ce qui peut être autre, pour ensuite s'intéresser à ce qui peut être de l'ordre de l'abduction, parce que c'est pas évident, c'est très très déstabilisant, et donc il faut que les gens soient plus ou moins déjà assez solides, je dirais. Mais bon, il n'y a pas toujours des gens solides qui viennent nous voir. Moi, je me dis, la question qui me taraude là, c'est des gens qui se disent abductés. Alors, comment ils viennent à penser qu'ils ont été abductés pour se présenter chez vous? C'est ça. La question piège. Parce que en fait, si je vis une expérience avec, je sais pas, je suis dans mon lit, je vois des ovnis arriver, et des petits bonhommes verts qui viennent me chercher chez moi, qui me montent dans leur soucoupe volante. À la limite, j'ai une expérience et je suis au courant de l'expérience, qu'elle soit construite dans mon image ou réelle. Mais là, ça serait des personnes qui auraient des doutes sur une abduction probable et qui chercheraient à avoir un psychologue pour essayer de un peu travailler. Non? Non, c'est pas comme ça. Parce que en fait, bien souvent, les gens viennent après un long parcours. Souvent, je dirais, les expériences arrivent depuis l'enfance, mais les gens ne se rendent pas compte de quoi il s'agit. Ils mettent ça sur des cauchemars, ils mettent ça sur des cauchemars ou un mal-être quelconque, etc. Et c'est au bout d'un long cheminement, bien souvent, que après avoir vu d'autres YouTube par exemple, ou bien des lectures, ou bien en ayant parlé avec des gens, se disent tiens, peut-être qu'il s'agit de ça. Voilà, c'est plutôt ce cheminement-là. C'est pas d'emblée comme ça. Ok, alors avant que j'oublie, j'ai une question dans le chat de Shérif de Mars. X-Files, la série fête ses 30 ans, qu'en pensez-vous? C'est très bien. Joyeux anniversaire. Est-ce que les séries, c'est vrai que depuis une cinquantaine d'années, avec tout ce qui est série, ça influe aussi sur des expériences qui peuvent arriver à des personnes qui, ça met un peu un petit point d'ancrage dans le cerveau des gens, ces histoires d'ovnis. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le fait de voir une série, ça justifie ou ça explique le fait qu'on voit un énorme engin dans le ciel ou le fait qu'on voit des grilles dans sa chambre? Je pense pas, non. Ouais, ça peut peut-être aussi influencer pour des cauchemars, des rêves. On parle de cauchemars, après... on parle pas de vision d'ovnis dans un champ ou dans le ciel, et on parle pas non plus de vision de grilles dans une chambre, en état conscient. Alors là, vraiment, ce qui ressort de de ce que vous dites, c'est que ce serait des aliens, des ovnis, des grilles. Comment on les appelle? On les appelle des grilles quand c'est des grilles, on les appelle des insectoïdes quand c'est des insectoïdes, on les appelle des ovnis quand c'est des ovnis. Bien les visiteurs. Il y a des gens qui disent bien les visiteurs. Parce que oui. Ça reste vague. Alors du coup, quel est le scénario qui revient le plus dans les déclarations des personnes qui se disent enlevées? Est-ce que ça se passe dans une chambre? Oui, dans une chambre, la visite des petits gris, des trous noirs par moment avec des visions après d'une table froide. Voilà, ça c'est pour les abductions, c'est ça le plus souvent. Aussi la vision de comment s'appelle cet animal? Excusez-moi. Une menthe religieuse? Non, de hibou. Ah oui, la chouette, le hibou. Voilà, la chouette, le hibou.
Ça aussi, ça vient souvent. Mais c'est toujours les mêmes. D'accord, donc c'est un peu les mêmes. Alors ça peut aussi confirmer diverses déclarations, d'avoir un peu les mêmes scénarios qui reviennent. Ça peut aussi solidifier quelque chose, ça, toutes ces déclarations qui se ressemblent. Oui, après, c'est le travail des psychologues. Alors, ça voudrait dire que là, on parle d'abduction. Ça voudrait dire qu'on est dans notre lit et d'un seul coup, il se passe quoi alors? Eh ben, on nous emmène. Alors, comment ça se passe? Alors, si je suis avec ma femme, admettons, je suis couché, je dors profondément. Bon, alors, je vais te raconter mon abduction. Alors, oui, alors, t'as été abducté, toi, c'est ça? Oui. Dans l'association, il n'y a que des abductés et des psychologues. D'accord. Alors, est-ce que les psychologues ont été abductés, juste avant que tu racontes l'histoire? Moi non, mais ça dépend des psychologues. D'accord. Ok. Et encore non, t'en sais rien, Isabelle, mais bon. Tu n'en as aucun souvenir, nous dirons. Oui, bon, ok, alors vas-y. Je pense que là, on a tous hâte de savoir un peu à quoi ça ressemble d'être abducté par des grilles, quoi, j'ai envie de dire. Alors, moi, c'est une abduction, j'ai envie de dire type, même si ça devrait pas, enfin, j'en sais rien. Donc, je me suis réveillée à 3h du matin, paralysée. Mais je me suis réveillée, j'avais les yeux ouverts. Tu comprends la différence avec la paralysie du sommeil. Hein. Et j'ai vu au pied de mon lit 2 petits gris. D'accord. Alors, à peu près, quelle taille à peu près? 1m20, c'était des petits. 1m20, je dirais, je sais pas, 1m20. Alors, ça ressemble à quoi un petit gris? Parce que c'est vrai que selon alors, ce que tu as dit. Moi, j'ai vu un petit être, je dis un petit gris parce que tout le monde les appelle les petits gris, mais j'ai vu un petit être avec des gros yeux noirs, une grosse tête, voilà. Et puis des bras très très fins. Après, le reste, je ne voyais pas parce qu'ils étaient au pied de mon lit, donc le pied de mon lit cachait le bas du corps. D'accord. Alors, bon du coup, tu es dans ton lit, tu te réveilles à 3h du matin. J'ai les yeux qui s'ouvrent, je vois ça. 2 personnes, deux êtres au pied de ton lit. Deux entités au pied de mon lit. Tu étais seul dans ton lit ou tu étais avec ton mari? Mon ex-mari, oui. Alors, comment ça se passe? Tu ressens quoi à ce moment-là? Je suis choquée dans le sens où j'ai pas peur d'eux. Je me dis, il fait nuit, il y a 2 petits gris au pied de mon lit et j'ai pas peur. Et je comprends pas. C'est incroyable quand même, moi je vois ça, mais je jure là. Ben non. J'aurais dû certainement, enfin je comprends pas pourquoi je hurle pas justement, tu comprends? De toute façon je suis paralysée donc je hurle pas. Tu sens que t'es dans l'incapacité de bouger ou de parler, bien sûr. Alors ça serait dû à quoi ça, cette histoire de paralysie? Alors là, je ne sais pas, je pense que c'est eux qui font ça. Donc ils auraient une technologie ou alors un pouvoir entre guillemets capable par télépathie ou quelque chose de contrôler. Ouais. Ok. Est-ce que Isabelle, avant que tu continues, Bérangère, est-ce que dans les récits que tu récoltes, t'as cette sensation de similitude avec les paralysies, etc. Ça se passe toujours de la même façon ou pas? Alors, ça se passe pas toujours de la même façon parce que les gens se réveillent pas toujours exactement au même moment, si tu veux. Donc, mais bien souvent. Alors, je dis bien souvent parce qu'il y a une question de statistique. Il y a 2, effectivement, ou 3 grilles au pied du lit ou sur le côté. Il y a quelquefois des gens qui se réveillent en sentant, par exemple, la couverture qui s'écarte. Tu vois, c'est pas forcément un réveil et une vision. C'est quelquefois des gens se réveillent et sentent la couverture ou alors sentent qu'il y a quelque chose qui bouge sur le lit, comme une main ou quelque chose qui est sur le lit, qui appuie sur le lit. La paralysie du sommeil en général, c'est parce que le cerveau se réveille, c'est ce qui est dit classiquement, le cerveau se réveille avant que le corps ne se réveille, ne puisse bouger. Donc on a une sorte de sensation d'oppression dans la paralysie du sommeil. Et la sensation d'oppression donne une anxiété, une angoisse. Donc, et souvent d'ailleurs, les gens sentent ou perçoivent, mais sentent plutôt comme quelque chose de malfaisant qui vient. On parle classiquement d'ailleurs, c'est l'objet des tableaux, c'est le démon qui est sur la personne, etc. C'est paralysie du sommeil. Classiquement, l'abduction, c'est pas ça, c'est vraiment 2 ou 3 petits gris qui sont autour du lit. Mais comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, il y a des abductions qui se passent en plein jour, avec des personnes réveillées.
Donc ça n'a rien à voir avec la paralysie du sommeil puisqu'on peut Donc là, vraiment, on est d'accord que c'est pas forcément un cas clinique d'avoir des gens qui seraient dans leur lit. Il y a aussi des gens qui vivraient des expériences dans votre association qui étaient en plein jour ou c'est pas forcément la même chose pour tout le monde. Regarde Betty et Barney Hill, ça s'est passé en plein jour. Ouais, ils ont eu un trou noir. Ils étaient en voiture. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que tu les vois? Ils sont fixes, ils te regardent. Mon corps se soulève, je lévite à l'horizontale. Alors, toi, tu te sens. Est-ce que ton corps se soulève ou ça serait Mon corps se soulève, mon corps entier se soulève des cols du lit. C'est incroyable. Tu es en lévitation entre guillemets. Voilà, c'est ça. Et ton mari, à côté de ça, je ne sais pas, il dort. Il dort. Lui, par la suite, il a jamais eu le souvenir d'avoir senti quelque chose à côté de lui pendant que. Je ne pense pas. D'accord. Alors, une fois que ton corps il se soulève, qu'est-ce qui se passe par la suite? Je me soulève et puis ça s'arrête et j'avance. Ensuite, au lieu de monter en horizontale, j'avance comme ça. J'avance et pieds devant en direction de la fenêtre qui est fermée. Tu te sens comme transporté comme ça, quoi. Exactement. Et je vais en direction de la fenêtre qui est fermée. Ok. Et là, j'ai peur. À ce moment-là, t'as peur. T'as pas eu peur. Ouais, j'ai pas eu peur des grilles, j'ai eu peur de cogner la fenêtre et je me disais qu'est-ce qu'il y a en dessous, sur quoi je vais tomber, qu'est-ce qui va se passer. Ah, t'es en maison, t'es en pavillon, t'es dans un immeuble? T'es dans un immeuble au 3e étage. Parce que là, oui, c'est vrai que c'est. Encore, t'es au rez-de-chaussée, ça va, mais bon. Alors, non, mais la fenêtre, elle est fermée à la base. Hein. La fenêtre est fermée, ok. Oui. Donc... C'est pour ça que je me dis quand je vais toucher la fenêtre, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Et là, il y a du suspense. Là, tu es en train de me vendre une histoire de dingue. Non, mais vraiment. Donc, tu vois tes pieds arriver sur la fenêtre. Voilà. Et là, le trou noir. Et je me réveille, on va dire se réveiller, je ne sais pas si on peut dire réveiller, mais enfin, je me retrouve sur une table d'opération froide. Je dis d'opération parce que, tu sais, c'est des tables froides je ne sais pas en quoi c'est froid. Donc, je suppose que je suis nue parce que c'est froid, je sens le froid. Des années après, pendant des années, je me suis dit comment j'ai pu sentir la table froide parce que dans ma tête, c'était impossible que je sois nue parce que j'étais en pyjama. Bien sûr. Et puis un jour, je me suis dit, mais je devais pas avoir pyjama en fait. C'est con hein, comme réflexion. Mais... Après, oui, tu cherches un peu des détails qui. Alors, tu n'as aucune idée du temps qui s'est écoulé entre le moment où tu as les pieds à la fenêtre et sur la table. Non. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait en déduire de Isabelle, de ce laps de temps où il y a un trou noir? Est-ce qu'on peut travailler sur ça par la suite ou pas? Oui, on peut travailler en hypnose, hein, bien sûr. Moi, je suis hypnothérapeute aussi, donc, mais ça sera peut-être dans un deuxième temps, on parlera de l'hypnose après. Ouais. Alors, bien souvent, les gens entendent une phrase type qui consiste en cette phrase, c'est-à-dire « Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Genre, comme dirait... Exactement, j'allais dire la même chose. Est-ce que Darmanin est un ovni? Attention. Il a été abducté. Un petit gris. Il a déjà une tête assez volumineuse. Un reptilien, nous dit. Mais en tout cas, c'est une phrase que beaucoup de gens entendent. Et quand ils nous racontent leur histoire, bien souvent, les gens nous disent « Dans ma tête, j'ai entendu ça en télépathie. T'inquiète pas, ça va bien se passer. » Et là, on se dit « Tiens, là, il y a quelque chose. » Parce que quand même, là, c'était pas en télépathie avec Darmanin, c'était en face à face. Alors, donc, c'est vraiment des sentiments comme si on leur parlait à travers la pensée. Ils reçoivent donc un message de... Souvent c'est le cas. Et après, effectivement, il y a le trou noir et il y a le fait de se sentir allongé sur cette table qui est quelquefois décrite comme une table en métal. Quelquefois, les gens le disent, c'est comme du métal. Un métal gris, mat ou brillant, mais souvent mat, effectivement. Et ça, c'est des choses qui reviennent fréquemment. Alors, évidemment, on peut toujours dire, ça a été vu dans des films, ça a été vu dans des émissions, je ne sais quoi. Mais bon, on le retrouve fréquemment, effectivement. Voilà. Alors, ce trou noir,
Alors quelquefois, on peut aller au-delà quand on met les gens en état d'hypnose et les gens se voient rentrer dans un ovni, bien souvent. Hein, c'est assez classique. Et voilà. Et quelquefois, les gens se voient rentrer dans un ovni sans qu'il y ait eu toute cette période de trou noir. Ça peut arriver aussi. Donc ils ont vraiment toute la scène de A à Z, quoi. Ça peut arriver. C'est pas standard, quoi. Ça peut arriver. Ouais. Ok. Donc par la suite, tu te retrouves sur la table d'opération, ce qu'on appellerait une table d'opération. Je pense que tout le monde voit un peu la scène. On a tous vu cette scène-là dans les films, avec des martiens autour de toi. Enfin, je dis des martiens, c'est un défaut de langage, mais des ovnis, quoi. Pas des ovnis, des êtres extraterrestres, des êtres extraterrestres. Ou pas. Alors, est-ce que tu es seul à ce moment sur cette table? Non, il y a toujours mes deux petits gris qui m'accompagnent. Et au pied du lit, enfin au pied de la table, il y a un être d'une taille humaine sur 1m80, tu vois. Je vois sa forme, c'est-à-dire je vois qu'il a une tête, je vois qu'il a des bras, des épaules, un corps, mais il est trouble. Je veux dire, je sais pas comment il est habillé, je sais pas la couleur de sa peau, je connais pas la texture de sa peau, ni de ses yeux, s'ils sont gros comme les petits gris ou s'ils sont normaux, je sais pas. Tu peux pas dire si c'est quelqu'un de couleur blanche ou noire ou... Je peux pas dire si c'est un humain, un reptilien, je ne sais quoi, tu vois, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je le reconnais. Je le reconnais parce que je l'ai vu en 1980, quand j'avais 20 ans, dans ma chambre. Attends. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Alors là, c'est un truc de fou. Là, tu es en train de me dire qu'en 97, donc tu te fais abducter par deux petits êtres d'1m20 avec des gros yeux comme ça, qui t'emmènent dans leur vaisseau spatial, entre guillemets, sur une table. Et là, tu vois une forme à apparence humaine et t'en déduis que tu l'as déjà vu en 80. J'en déduis pas, je le reconnais. Et je l'ai vu en 1980 dans ma chambre. Celui que je pensais être un ange parce que je ne savais pas qui c'était. Tu comprends? Alors, vas-y, là, j'en ai des frissons carrément. Allez, vas-y, raconte-moi. Quoi? Cette histoire de... Oui, voilà. Donc, je m'accroche, hein. Attends, ça va, j'ai des... Comme ça. Vas-y. Donc, voilà, il est au pied de cette table et il a dans la main un instrument en métal effilé. Tu vois, une espèce de tige effilée en métal. D'accord. Et il me la rentre dans le vagin. D'accord. Ah oui, là, c'est vraiment un truc... Ça se passe dans ta chambre? Non, ça se passe sur la table. On est en 1997. Là, on est revenu en 97. Donc, cette personne que tu as vue en 80, il te rentre un ustensile, tu ne sais pas ce que c'est. Voilà. Dans le vagin. Entre les jambes, ok. Alors, et j'ai une douleur un peu foudroyante, hein, genre, tu vois. Et du coup, je me réveille dans mon lit, cette fois. Au moment de la douleur? Au moment de la douleur, j'ai un trou noir et je me réveille dans mon lit. Je sais pas combien de temps il s'est passé entre les deux. Au moment où tu te réveilles dans ton lit, là on va essayer de faire un peu le point. On est quel jour? On est le même jour? On est le lendemain? On est quoi? On est le lendemain matin. D'accord. Ton mari est toujours à côté de toi ou il est parti? Mon mari, il se lève. D'accord. Pour aller travailler. Toi, t'es donc, et c'est là où j'avais une question dans le chat que j'ai mis. Est-ce que cet enlèvement a eu des conséquences sur votre santé, en positif, négatif ou neutre? Alors à ce moment-là, tu te dis quoi, toi, en ayant vécu cette expérience quand même assez traumatique? Je me dis rien, j'attends que mon mari s'en aille. Tu lui en parles absolument pas? Je ne lui en parle absolument pas. C'était il y a 25 ans, je ne lui en ai toujours pas parlé. Attends, ton mari, il est pas au courant de il est pas au courant. Histoire. Et il regarde pas l'émission ce soir quand même? Je ne pense pas. J'en sais rien. On est divorcés, je sais pas. C'est incroyable quand même, parce que c'est un truc de fou. Alors, et jamais tu lui as parlé de ça? Jamais. Alors que tu partageais ta vie avec lui, t'as une expérience où il est à côté, t'aurais pu... Non. Et pourquoi t'as pris cette décision de ne pas lui en parler? Excuse-moi, si je te pose des questions, c'est vraiment pour... Tu réponds à ce que tu veux. Tu réponds à ce que tu veux. Il n'y a aucune obligation. Si tu veux pas répondre, j'ai pas répondu pour deux raisons. La première, parce que j'étais en instance de divorce. D'accord. Et la deuxième, c'est parce que quand je me suis réveillée, je savais que j'étais enceinte. De qui? De l'insémination que j'avais subie dans la nuit. Non mais là c'est un truc de malade que tu es en train de me raconter.
c'est un truc de fou. Alors, je veux dire, est-ce que la grossesse, là j'essaie de faire le point. Isabelle, je vais venir consulter après, t'inquiète pas. On va faire un peu de relaxation. Ça a coupé Consultation, net. là je pense que je psychiatrie. N'inquiétez pas, je bosse pour de vrai, je travaille dans la santé mentale, donc j'ai absolument aucun jugement sur les propos que vous dites. Je suis vraiment ouvert d'esprit surtout, et c'est un peu le but de la chaîne. Là, ce que tu me racontes, ça fout les poils, quoi, entre guillemets. T'es en train de me dire que tu tombes enceinte d'une entité. Non, je tombe pas enceinte d'une entité, attention. Je tombe enceinte suite à l'intervention d'une entité qui est peut-être humaine, j'en sais foutre rien, d'une entité qui a une forme humaine et qui m'a fait une insémination artificielle. Voilà, c'est tout. D'accord. Alors, la grossesse, tu dis que tu es enceinte, donc il y a forcément une grossesse. Qu'est-ce qui se passe derrière? Alors, qu'est-ce qui se passe tout de suite? Je prends le téléphone, j'appelle ma gynécologue et je vais voir ma meilleure amie en attendant le rendez-vous de la gynécologue qui a lieu l'après-midi. Je vais voir ma meilleure amie pour lui raconter parce que les petits gris, tout ça, c'était trop pour moi. Il fallait que j'en parle. Et puis quand j'arrive devant elle, je lui dis j'ai fait un rêve. Et au moment où je dis cette phrase, je comprends que je ne pourrai jamais en parler. Si je suis pas capable d'en parler à elle, j'en parlerai à personne. Et donc je suis rentrée dans un mythisme. Tu lui racontes cette histoire. Tu lui racontes ou tu lui racontes pas? Je lui raconte que j'ai fait un rêve. Et je lui raconte mon rêve. Mais pour elle, elle a rigolé, quoi. C'est un rêve, tu comprends? Ouais. Voilà. Et moi, je me suis dit, je pourrais jamais en parler. J'en ai pas parlé jusqu'en 2012. Et alors, en 2012, pourquoi 2012? Je sais pas. Quelque chose... Alors, me dis pas, je sais pas. En 2012, parce que l'association Zéro France a été créée en 2014. Oui. Tu connaissais peut-être des futurs membres de cette association par la suite et non, je connaissais personne. Je connaissais personne. Non. Ok. Donc tu penses être enceinte, ta gynéco... Non, je pense pas être enceinte. Je sais que je suis enceinte. Attention, c'est très important. Ah oui, mais alors, savoir que tu es enceinte, d'accord, oui. J'entends ce que tu dis. Tu as le sentiment, des fois, même... non, je sais que je suis enceinte. Je peux pas t'expliquer. Je sais que je suis enceinte. Tu comprends? C'est vachement important. Je sais, il faut que je voie ma gynéco. Je vais divorcer. Je peux pas garder cet enfant. Tu comprends? Mais dans là où je te dis, ce que j'essaie de te dire, c'est que des fois, tu sais, quand tu essaies de faire un enfant avec ta compagne ou ton compagnon, la femme, elle a le sentiment, elle dit, je sens que je suis enceinte, je sens, tu vois. Je comprends bien, sauf que là, moi, j'avais déjà eu 2 enfants et que je savais que j'étais enceinte et que je ne voulais pas de cet enfant parce que j'étais en instance de divorce. Et puis, moi, ça me fait penser un peu à un film un peu fantastique, quoi. Tu vois, t'as un enfant dont tu ne sais pas de qui il est, entre guillemets. Qu'est-ce que ça va être cet enfant, quoi. Alors, après, qu'est-ce qui se passe? Donc, ma gynécologue me reçoit et me dit qu'est-ce qui se passe. Je lui explique, je suis enceinte. Elle me dit, mais non, vous savez bien que c'est pas possible. Les stérilets, j'ai jamais eu de problème avec. Je lui dis, je suis enceinte. Donc, elle m'ausculte et elle voit là, fait, oups, le stérilet, il a bougé. Ça m'est jamais arrivé. Voilà. Donc, on fait une prise de sang et la prise de sang confirme la grossesse. Donc, on décide d'enlever le stérilet et elle me dit, avec le stérilet, l'œuf viendra, il vous fera une fausse couche. Donc, je vais en clinique, on enlève le stérilet, on me dit, vous restez chez vous 48 heures parce que vous allez faire une fausse couche, il faut pas sortir. Je reste chez moi 48 heures, puis ensuite, je reprends rendez-vous chez une gynécologue pour m'assurer que tout se passe bien. Et là, elle me dit, ça s'est bien passé. Je lui dis, mais je suis toujours enceinte. Et je suis toujours enceinte. Donc, il reste l'IVG. On prend rendez-vous. Alors, la prise de sang, elle te dit que tu es enceinte de combien? Ah, je sais pas, je me rappelle pas. D'accord, ok. J'en sais rien. Au moins 2-3 semaines, parce que je crois que ça se voit pas avant Isabelle. Est-ce qu'avant 3 semaines, on voit ou pas? Isabelle? Donc, je sais pas. Oui, mais je sais pas, je peux pas te dire. Je sais pas de combien je suis enceinte. Okay. Ah ça doit être environ 1 mois parce que j'ai accouché en janvier. Attends, t'as accouché donc Ah oui, j'ai accouché, ouais. Attends, alors attends, je vais finir parce que... Non mais là l'histoire elle est attends, du fou là, je suis dans un film. Non, elle est pas atroce, je dis pas qu'elle est atroce. Donc je prends rendez-vous chez l'anesthésiste pour l'IVG, d'accord? Et la veille de mon rendez-vous,
Je prie pour demander pardon à l'enfant, je prie pour demander pardon de ce que je fais, voilà. Et je prie aussi pour demander à ce qu'on m'aide. Et je m'endors en pleurant. Et le lendemain matin, quand je me réveille, je suis la femme la plus heureuse du monde. Je suis heureuse d'être enceinte et j'annule mon rendez-vous. C'est incroyable. Ok. Voilà. Et donc là, t'as eu quoi, un garçon ou fille? J'ai eu un garçon. Alors, je veux dire, ce garçon, il a quel âge aujourd'hui? Il a 25 ans. 25 Alors, ans et demi. il est au courant de l'histoire, j'espère quand même. Il est au courant de l'histoire. Parce que je veux dire, tu n'en avais pas parlé à ton mari d'époque. Qu'est-ce qu'il en pense de cette histoire, lui? Qui, mon fils? Ouais. On n'en parle pas. Mais comment c'est? Alors, comment t'as été amené à lui expliquer cette histoire, du moins? Le livre du Cerveau. J'en avais parlé une première fois et je me suis rendu compte qu'il avait oublié, comme si en fait l'histoire n'avait pas voulu rentrer dans sa mémoire. Et quand le livre du Cerveau est sorti, on en a reparlé. Enfin, je lui en ai reparlé. Et il m'a dit oui, j'étais au courant. Donc apparemment, il s'en souvenait. Et la conversation s'est arrêtée là. Il n'a pas voulu aller plus loin. C'est quand même une histoire incroyable. Vraiment, c'est une histoire. Alors. C'est une histoire courante. Courante. C'est pas une histoire incroyable. Oui. Alors, courante, parce que là, tu es au sein d'une association, donc forcément, voilà. tu es imprégné de tout ça. Mais pour le grand public, moi qui c'est pour ça qu'on fait cette émission. C'est parce qu'il y a d'autres gens qui sont dans le même cas et qui n'osent pas parler. C'est tout. En fait, je vais expliquer un peu l'histoire à ceux qui auraient peut-être suivi ma chaîne récemment. C'est que j'avais invité Myriam Belmire, qui a fondé l'association, qui dans un premier temps m'avait accordé l'interview et elle a déprogrammé très récemment et elle m'a proposé de vous avoir à la place. Et je le remercie énormément. Si elle regarde, je lui fais un petit coucou. En tout cas, il faut savoir que pour le grand public, cette histoire, elle est quand même ouf, elle est folle, dans le sens où c'est des récits qu'on n'entend pas tout le temps. Pour ceux qui sont intéressés par les abductions, ça peut parler, mais pour d'autres, ça peut être complètement farfelu, et ça, faut aussi l'accepter. Deuxièmement, et Myriam Belmire, que j'avais invité, m'a dit que Cyril Hanouna l'avait également invité, sollicité, et qu'elle avait refusé. Est-ce que vous avez notion de cette information? Oui. Alors, oui. Pourquoi avoir refusé Isabelle? Tout simplement parce elle savait que ça allait être tourné en ridicule et que les émissions de Cyril Hanouna essayent de faire du buzz en se moquant des gens. Elle n'avait pas du tout envie, elle d'abord, de subir ces moqueries et que la thématique de l'abduction soit traitée de cette façon tout à fait désagréable pour les gens, parce qu'on sait très bien que les gens qui vivent ça se taisent par peur de moqueries. Ça peut être traumatique. Peu importe si c'est une réalité construite, j'ai envie de dire, dans la tête, ou une réalité. Exactement. C'est-à-dire que déjà. C'est traumatique. Ben oui. Ben bien sûr, il y a déjà le traumatisme de ce qui est arrivé, et puis il y a le second traumatisme social qui est de ne pas pouvoir parler et de se faire ridiculiser. Donc, c'est la plupart des choses. Tu sais, il y a des gens qui viennent nous voir, ils ont 50, 55 ans, ils n'en ont jamais parlé à personne. Et il y a beaucoup de gens qui, se sentant en tel décalage avec la société, ont du mal à s'insérer, ont du mal à travailler, ont du mal à communiquer même avec les gens. Tellement le trauma peut être important, parce qu'ils gardent ça comme un secret, enfin comme un secret. Eux-mêmes ne comprennent pas ce qui leur arrive. C'est une double punition. Parce que d'un côté, ils n'arrivent même pas à comprendre ce qui leur arrive, et d'un autre côté, ils peuvent en parler à personne. Tu sais, c'est même pire que, enfin pire, ce qu'on appelle les viols ou l'inceste. Enfin, ça peut se socialement, si tu veux, les gens traversent à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire une sorte, non pas de honte, mais d'incompréhension pour eux. Le viol ou l'inceste, c'est souvent une honte qui arrive. Là, c'est une incompréhension et le fait que les gens ils peuvent en parler à personne. Donc, mais là, c'est un combo. Là, j'ai envie de dire, ce qui lui arrive, c'est vraiment deux histoires. Le viol, entre guillemets,
plus l'abduction. Donc là, elle a un combo quand même, un beau cocktail. Non, c'est pas un viol. J'ai pas le souvenir de viol. Hein. Bah, je veux dire, on t'insère un objet dans le vagin. Une insémination artificielle. Une insémination. Mais c'est non consenti, c'est quelque chose de. On ne sait pas. Ce que je te dis les faits, je me rappelle pas. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Beaucoup plus compliqué. Tu es quand même touché par cette histoire. Ça te, hein bah oui. C'est un truc de fou. Alors, moi, pour la petite histoire, j'ai fait une émission il y a quelques semaines sur les ovnis où je disais que j'avais vu des ovnis dans ma vie une fois tout seul et une fois avec mon ex-femme. Donc j'avais le sentiment d'avoir été enfin compris quand mon ex-femme a vu le deuxième ovni et je lui ai dit t'as vu la première fois que je t'avais raconté que j'avais vu un ovni, je mentais pas parce qu'elle l'avait vu à côté de moi. Mais quand j'ai raconté cette histoire à des gens, même aujourd'hui, même je m'expose à la raconter sur internet, on me prend des fois pour un fou quoi. Donc là c'est encore un degré au-dessus là. Se faire apercevoir un ovni, c'est une rencontre du premier ou deuxième type, je sais plus exactement. Là c'est rencontre du cinquième type, insémination. Quatrième, je crois. Ah, quatrième, c'est l'abduction. Je crois qu'il y en a 4. Cinquième ou sixième même. Ah, il y en a plus. Oui, je sais pas. Mais moi, je me souviens d'une conférence qu'on avait fait où Bérangère racontait son histoire. Une conférence dans des repas ufologiques, donc des gens tous intéressés par ce qu'étaient les ovnis. Et voilà. Bien, elle a soulevé l'indignation de certaines personnes dans la salle. Donc comment, mais c'est pas possible, pourquoi raconter des choses pareilles? C'est des gens qui étaient censés être attirés par et être intéressés par les ovnis. Donc ce qu'il y a de curieux, c'est cette espèce de difficulté cognitive à penser que d'un côté les ovnis pourraient être réels, avoir des habitants à l'intérieur, mais en même temps son histoire était incompréhensible. C'est ça qui est intéressant aussi d'un certain point de vue. Même des gens qui s'intéressent aux ovnis. Tu vois comme c'est compliqué. Ouais. Et puis chacun voit des visions différentes des ovnis. Moi j'ai vu deux ovnis et les deux n'avaient pas la même forme, donc c'est deux expériences différentes, tu vois. Est-ce que ta femme a vu la même forme que toi? Oui, on a vu. Alors, la première fois, j'ai vu une soucoupe volante classique, un truc vraiment, j'étais comme ça, je dis mais je suis fou, je suis pas fou. Et la deuxième, ça s'est passé 3 ans plus tard, et on a vu une boule lumineuse d'une trentaine de mètres de diamètre passer au-dessus d'église de la ville où j'étais, à 50 mètres de haut, quoi. Donc, et faire un bruit assourdissant, un gros comme ça. Alors que la première soucoupe volante que j'ai vue, elle faisait pas de bruit, elle était vraiment comme ça, et puis elle est partie. Elle était stationnaire et elle est partie. Mais de là, alors moi je suis entre guillemets un convaincu qu'il y a une vie au-delà de la Terre, mais de là à me dire que des gens ont été enlevés, j'y crois. Et je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a une histoire qui est absolument fascinante, et je suis sûr que vous la connaissez, c'est Travis Walton. Celui qui est dans la forêt, c'est ça? Exactement, Travis Walton, c'est quelque chose d'incroyable. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un bûcheron qui était avec ses collègues, ils étaient 7 ou 8, et ils ont vu une soucoupe volante, et Travis Walton décide d'aller, donc ils sont dans la forêt, décide de s'approcher de la soucoupe volante, et il se fait frapper par un faisceau lumineux, et tous ses collègues s'en vont, ils ont peur, ils le laissent pour mort. Et au moment où ils reviennent avec le shérif, il n'y a plus de Travis Walton. Et Travis Walton se réveille sur une table d'opération un peu avec ce que tu racontes. Et là où c'est similaire, c'est qu'il voit 2 entités autour de lui en train de le regarder sur la table d'opération. Il se débat et il voit une forme pseudo-humaine un peu plus loin dans le vaisseau, ce qui décrit une personne à l'apparence humaine. Et là, ça m'a fait énormément penser à cette histoire de Travis Walton, la forme humaine parmi les 2 petites entités d'un mètre 20 que tu décrivais. C'est quand même troublant. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui te sont arrivés par la suite ou du coup... Attends, tu nous as pas exactement dit quelle était cette personne en 1980 du coup? Alors du coup, je sais pas. C'est une forme humanoïde, trouble toujours, voilà, qui était au pied de mon lit et qui a fait des choses sur moi. Donc c'est arrivé à répétition? C'est arrivé 2 fois. Dans mon souvenir, c'est arrivé 2 fois. Est-ce que, alors, sans rentrer dans les détails, est-ce que les 2 fois qu'il te visitait, j'ai envie de dire, c'était exactement la même chose qu'il te faisait ou il faisait des choses différentes à chaque fois? La première fois, c'était légèrement différent, mais je ne veux pas rentrer dans le détail. Non, bien sûr. Voilà, simplement, 9 mois après, j'ai eu un petit garçon.
tu as eu plusieurs enfants de... J'ai eu 3 enfants, dont 2 vraisemblablement. Le troisième, c'est une insémination. Le premier, je suppose, mais j'en sais rien. Et Donc de cette personne-là, de cet humanoïde-là. de celui-là, je sais pas. Un être humanoïde que je ne peux pas définir a fait quelque chose, je suis tombée enceinte. Et donc, tu as eu deux enfants. Alors, attends, j'essaie de comprendre là. Tu as eu 2 enfants de... Vraisemblablement, suite à une insémination. C'est quand même incroyable. Alors, avec... moi, la question, elle est... si j'étais cet enfant-là, si j'étais ton enfant, j'aurais à un âge adulte envie de savoir un peu une origine génétique. Maintenant, on peut faire des tests, on peut faire beaucoup de choses. On peut avoir... Est-ce qu'il n'y a pas eu cette idée-là parmi tes enfants? Eh bien non. Ça les a jamais traversé l'esprit. Alors voilà, la question elle est pourquoi? Alors, tu n'en as jamais parlé. J'ai pas de réponse. Ouais, c'est incroyable. Moi, j'ai pas pu en parler pendant donc c'est passé en 97 jusqu'en 2012. Ça fait combien d'années ça? 97, ça fait 12. Ça fait 25. Non. 14 ans. 97, 3. Ouais, de 5, 15 ans. 15, ça fait 15 ans, ouais. 15 ans. Moi, j'ai pas pu en parler pendant 15 ans. On se rend compte au CERO que beaucoup de gens, c'est comme si on les empêchait de parler. Donc, moi, j'en déduis, mais c'est ma déduction personnelle, hein, qu'on empêche mon fils de chercher à comprendre. Tu comprends? Enfin, mes fils. Alors, qui empêche? Mais j'en sais rien. Qui m'a abducté? Qui m'a inséminé? J'en sais rien. C'est quand même incroyable. Alors, est-ce que tu as l'impression d'être, entre guillemets, traqué par ces entités, même aujourd'hui, ou ça fait un peu... Traqué? C'est ça que tu dis, traqué? Oui, traqué, ouais, ça fait un peu une traque, une pression. T'as une certaine pression de... Non, j'ai pas de pression. Moi, maintenant, je suis peut-être inconsciente. Inconsciente, je sais pas. Maintenant, je suis bien avec ça. Ça y est. J'ai eu des années difficiles, mais maintenant, ça y est, je suis bien avec ça. Alors, du coup, Isabelle, je rappelle que tu es psychologue clinicienne. La première fois que tu as rencontré Bérangère et qu'elle t'a raconté son histoire, comment ça a été abordé ces choses-là, du coup? C'est-à-dire qu'en tant que psychologue, il faut s'habituer à ce genre de thématique. On t'apprend pas ça sur les bancs de la faculté. Donc, au départ, tu passes en revue tout ce que ça pourrait être dans ta tête. Tu passes en revue tout ce que ça pourrait être au niveau pathologique. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est de la névrose? Est-ce que c'est de la psychose? Et puis quand tu vois quelles sont les personnalités des gens, quand tu vois que les histoires se répètent, quand tu vois qu'il y a toutes sortes de personnalités et toutes sortes d'âges, il y a autant d'hommes que de femmes, etc. Et que justement, on essaye de creuser pour savoir quel genre de personnes il s'agit. Tu trouves pas. Alors, il y a des gens qui sont déséquilibrés qui viennent nous voir, mais la plupart des gens sont des gens lambda, je dirais, qui ont certainement un trauma. Il y a quelque chose d'ordre traumatique. Qui s'expriment pas toujours d'ailleurs. Il y a des fois des gens vraiment pas bien du tout, et puis il y en a d'autres pour lesquels ça se passe. Ils ont digéré la chose, si tu veux. Donc, tu te dis en tant que psychologue, bon, ok, maintenant on va essayer d'ouvrir son esprit et de comprendre et d'essayer de savoir. Alors, savoir, on n'en sait rien. Parce que la thématique, elle est incommensurable. T'imagines un peu ce que ça implique. Mais tu essayes d'accueillir, si tu veux, les récits de manière à ce que les gens puissent progresser. En fait, l'idée, c'est pas tellement de faire un diagnostic, c'est de se dire, ok, les gens, certainement ont vécu ça, et tu le mets pas en doute. Certainement ont vécu ça. Maintenant, avec ce poids-là, qu'est-ce qui peut se passer pour eux et en quoi je peux les aider? C'est comme ça, en tant que psy, que tu peux te placer. En quoi je peux les aider? Ce qui n'empêche pas de faire des recherches, de faire des recoupements, d'essayer d'avoir de l'information, d'essayer d'avoir le plus d'histoires possible pour essayer d'en faire quelque chose, au niveau statistique, je dirais presque. Tu vois? Ouais. Bruno Family qui demande quel pourrait être le but de faire des inséminations artificielles de la part de ces êtres?
Puisqu'il n'y a pas qu'un seul cas, t'es pas le seul cas, je veux dire, des inséminations Non. artificielles au sein d'abductés, on en entend, c'est monnaie courante, j'ai envie de dire. Mais ce serait quoi le but? Alors, je vais te raconter ce que j'ai vu lors d'une régression avec Isabelle. Alors, régression, explique-nous pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Une hypnose régressive, tu mets les personnes en état d'hypnose. On s'est d'abord entendu sur ce que l'on voulait revisiter, entre guillemets. Et ensuite, moi, j'induis la régression, c'est-à-dire j'induis la personne à revisiter ce qui s'est passé pour elle, la thématique sur laquelle on s'est mis d'accord. Donc voilà, Okay. c'était une séance d'hypnose. Ok, donc j'avais des questions précises. Je voulais savoir pourquoi j'avais pas peur du tigris. Je voulais savoir comment j'étais passé au travers de la fenêtre fermée. Je voulais savoir qui était l'être que j'arrivais pas à distinguer. Et je voulais savoir qu'est-ce que c'est que ces enfants. Voilà. J'ai besoin de savoir quand même. Donc, ce que j'ai compris, alors Isabelle, elle te dira, l'hypnose, c'est pas une science exacte. Hein. On sait pas, n'est-ce pas Isabelle? On sait pas si ça vient de notre cerveau ou si ça vient... Ce que moi, j'ai vu et ce qui m'a soulagée de savoir, c'est que les petits gris, j'en ai pas eu peur parce que je les connaissais depuis que je suis toute petite. Donc, en fait, je les ai reconnus inconsciemment. Donc, ça laisse supposer que je suis abductée ou au moins je suis approchée depuis que je suis enfant. C'est quand même incroyable. Tu as été exposé à ces êtres depuis toute ta vie, quoi. Bah, écoute, je sais pas. C'est ce qui a l'air de l'être. Maintenant, il faut savoir que bien souvent, c'est transgénérationnel. Ça remonte à plusieurs générations et ça descend dans les générations. Alors, tu dis que c'est transgénérationnel. Ça veut dire que tu as eu des témoignages de membres de ta famille qui ont vécu ça, alors? Non, tu sais, les membres de ma famille, on parlait pas de ça. Enfin, ma mère m'a parlé d'OVNI qu'elle a vu. Mon grand-père m'a parlé d'OVNI qu'il a vu. Mais bon, c'est tout. J'ai découvert. T'as quand même été baigné dans cette culture un peu de la croyance des ovnis. Non. J'ai découvert. Non, j'ai pas été baigné là-dedans. J'ai envie de te dire, t'as été conditionné. Excuse-moi, je te coupe, mais moi j'ai une fille de 10 ans, je lui ai déjà raconté l'histoire que j'avais vu des ovnis. Forcément, le jour où elle va en voir un, elle va dire ah bah oui, mon père me l'a dit. Donc j'y crois. Donc t'as forcément ce conditionnement. C'est pas une critique. Non. Le conditionnement, en fait, c'est que tu vois, quand j'étais petite, une nuit j'ai vu moi des lutins dans ma chambre. Bon, et le lendemain matin, j'ai dit à maman, j'ai vu des lutins. Elle a été chercher un bouquin, elle m'a montré le lutin, elle m'a dit c'est eux. J'ai dit oui, c'est eux. Elle me dit bah t'as rien à craindre. Voilà. Alors, si c'est ça, être baigné, c'est comme ça chez vous, tu vois. Alors, t'as rien à craindre, ça veut dire qu'elle a déjà eu une expérience. J'en sais rien, parce que par contre, elle en parlait jamais, tu vois. Ça laisse sous-entendre beaucoup de choses, t'as rien à craindre. Ben oui, mais le dialogue, il n'était pas ouvert. Et une fois, j'ai su qu'elle avait vu un ovni parce que j'ai entendu une conversation lors d'un repas. Et après le repas, je lui ai posé la question. J'ai dit, t'as vu un ovni? Elle m'a dit oui, j'ai vu un ovni. Et papa aussi, en parlant de son grand-père. De son père, de mon grand-père à moi. Bon, enfin bref, la question, elle n'était pas là. J'étais donc en hypnose chez Isabelle, d'accord. Donc, j'ai reconnu les petits gris, ça m'a rassuré. Ensuite, comment je suis passée au travers de la fenêtre fermée? Eh bien, quand j'ai touché le carreau, quand mon pied a touché le carreau, mon pied et le carreau sont devenus des milliards de petites billes. Tout ça s'est croisé. Voilà. Tout ça s'est croisé. Et une fois que j'étais de l'autre côté du carreau, ça s'est recomposé. Un peu comme dans le film Ghost. C'est quand il passe à travers avec Patrick Swayze. Tu sais, il passe à travers la... Et donc, bizarrement, dans notre association, une fois, il y a une des adhérentes qui nous a raconté qu'elle est passée à travers le mur, mais consciemment, c'est-à-dire qu'elle s'est sentie se dématérialiser et elle s'est sentie se rematérialiser de l'autre côté. Tu vois, quand t'entends cette chose-là, ça doit être violent quand même. Tu l'as. Non. L'entendre de quelqu'un d'autre, ça m'a rassurée parce que je me suis dit, je suis pas toute seule et je suis pas folle. Je veux dire, j'avais jamais parlé à cette fille, je la connaissais pas. Tu comprends? Est-ce que ça rassure? Parce que là, tu dis je ne suis pas folle, ça rassure d'avoir quelqu'un qui vit. Bien sûr, ça rassure. Ça te permet de... C'est ça qui est important dans l'association, c'est que quand on parle, on se rend compte que d'autres personnes ont vécu des choses que nous, on a vécues.
ou elles ont vécu quelque chose qu'on avait oublié, puis d'un seul coup on dit mais moi aussi j'ai vécu ça. Et en fait, ça nous rassure, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'on fait des groupes de parole. Ça, on a oublié de le préciser. On fait des groupes de parole où les gens se rassemblent entre 12 et 15 personnes et chacun raconte son histoire et ensuite les gens discutent entre eux. Et en discutant entre eux, d'abord les gens s'écoutent les uns les autres, c'est une chose importante parce que d'être écouté sans jugement, sans critique, avec des questions et des demandes de précision, mais sans critique, ça c'est déjà très soulageant et d'ailleurs les gens nous remercient la plupart du temps, ils disent que vraiment d'avoir cette écoute-là, c'est vraiment essentiel. Et puis, comme dit Bérangère, ça permet de croiser des données encore une fois et ça permet de dire qu'effectivement on n'est pas le seul et quelquefois c'est des détails qu'on n'entend justement pas ni dans les films ni dans les reportages. Il y a des fois des choses où vraiment c'est des détails et on se dit ça peut pas être inventé, ça peut pas avoir été entendu. Combien de personnes sont membres de l'association aujourd'hui? On tourne toujours aux alentours de 60 parce que les gens viennent, ils repartent, ils reviennent. En fait, c'est cyclique et ça tourne. Et c'est toujours 60, 65. Et l'association se situe où? Sur Paris? L'adresse postale, l'adresse non, elle n'est pas sur Paris, mais on a des gens partout. Hein. Nous, Isabelle est sur la région parisienne, moi aussi, et Myriam est dans le sud. On a des psychologues dans le sud, on a partout. Donc l'association, elle est accessible pour tout le monde en France. Il suffit de se déplacer peut-être dans une ville. On doit créer des groupes de parole régionaux. Qui nous contactent d'autres pays. On a eu des gens qui nous ont contactés d'Algérie, de Belgique, de Suisse. Ouais, de Suisse, parce qu'il n'y a pas ce genre d'association dans d'autres pays. Voilà. Est-ce que d'avoir ces expériences-là, ça influe sur une croyance religieuse par la suite? Il y a des gens qui sont croyants. Pas forcément pour vous, mais pour des croyants de l'association. Alors, il y a des gens qui sont croyants type catholique. Et on a eu des gens qui sont musulmans. Il y a des gens qui sont pas croyants dans une religion particulière, mais tous ont un niveau de spiritualité. Tu peux pas avoir ce genre d'histoire et d'aventure sans penser qu'il n'y a pas plus grand que soi. Les gens pensent à un niveau du cosmos, au niveau du cosmos, forcément. Mais les gens n'ont pas forcément une religion établie, mais quelque chose des aspirations spirituelles. Ouais. Ok. Du coup, toi, Isabelle, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre cette association? Parce que tu disais que tu n'avais pas été abductée, tu n'as pas forcément d'expérience d'abduction, si je ne me trompe pas. Comment on se retrouve à faire ce boulot, entre guillemets? Enfin, c'est un hobby, j'imagine. C'est quoi? C'est un boulot? C'est quoi? Oui, c'est pas mon travail. Donc, là, je suis à la retraite, donc c'est plus facile pour moi. Mais avant, en fait, j'étais à l'INRES. L'INRES qui a été créé. Alors, je suis trop content parce que j'ai révisé. C'est l'Institut de recherche des expériences Des expériences extraordinaires. Voilà, j'avais révisé un petit peu. Bon, c'est cool. Alors, du coup, tu t'étais là-bas. Ok. Alors, j'étais là-bas au début de l'INRES avec Stéphane Alix. J'étais au tout début. Et je suis restée quelques années en tant que psychologue à écouter. Alors là, c'est un panel beaucoup plus élargi puisque c'est toutes les expériences de type extraordinaire. Et j'ai travaillé dans le bouquin qu'on avait fait sur ce qui était de l'ordre des possessions, tout ce qui était des possessions. Tu vois. Donc ça, c'est le chapitre possession, donc ça m'intéressait beaucoup. Mais je voulais travailler sur quelque chose de beaucoup plus concret. Et c'est Nicolas Dumont qui m'a présenté Bérangère et puis et Myriam à l'occasion d'un truc qui se passait à l'INRES. J'ai rencontré les filles et Nicolas. C'était la conférence de Stéphane. C'était la conférence sur les ovnis, tu te souviens? Il y avait comment elle s'appelle, Leslie Keane et tout ça, il y avait Jacqueline, enfin Stéphane avait fait venir tous les gens qui étaient intéressés par les ovnis.
Et on s'est rencontrés. Et puis ensuite, je suis devenue une des psychologues du CERO. Voilà. C'est Et incroyable. donc, alors pourquoi les ovnis? Bon, tout ce qui est d'ordre, tu sais, je suis une psychologue qui s'intéresse aux marges. Hein. J'ai jamais été dans un courant spécifique, bien que quand j'étais jeune, enfin quand j'étais plus jeune, j'étais freudienne comme tout le monde. Voilà, voilà. Mais enfin, je suis pas toute jeune non plus. Hein. Et donc, mais je me suis toujours intéressée à ce qui était un petit peu en marge parce que c'est ça qui permet de réfléchir. C'est ça qui permet de pousser plus avant les questions. C'est ça qui permet de faire travailler son cerveau en quelque sorte, Ouais. et puis de faire confronter les choses. Tu vois. Et donc après l'INRES, eh bien, le CERO, ça m'a paru intéressant. Bon, j'ai toujours été intéressée familialement par tout ce qui était OVNI, tout ce qui était, voilà, ça m'intéressait. On en parlait un petit peu en famille avec mon père. Et attends, j'ai mon petit poltergeist, ça suffit. Et poltergeist, ouais. Ouais. On a l'INRES qui débarque là. Et oui, c'est Jean-Claude là qui nous fait un petit signe. Ça, c'est un petit truc entre nous. Jean-Claude Bourret, est-ce que c'est Jean-Claude Bourret? Non, c'est pas non, c'est Pantel. Pantel, on est branché sur Jean-Claude Pantel. Ok. À qui il est arrivé, il a vécu des phénomènes extraordinaires. Mais bon, tu te renseigneras sur lui après. Et donc voilà. Donc au début. Moi, ça me paraissait quand même, voilà, je me posais vraiment des questions, tu vois, je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est possible en tant que psychologue? Comment réagir vis-à-vis de tout ça? Et puis, il faut ouvrir son esprit, puis surtout après, il faut essayer de faire des expérimentations, faut expérimenter. Voilà. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est d'essayer de faire des expériences pour voir ce que ça donne. Bon, on en a fait. Et alors, quel type d'expérience alors? Explique-nous un petit peu ces expériences. Qu'est-ce que ça pourrait être? Si tu veux, c'est quand même très centré sur les états de conscience, sur la conscience. Et on voit que tous ces phénomènes-là, si tu veux, sont en lien avec la conscience. Alors, quelquefois, on peut penser qu'il y a des manipulations de la conscience. Par exemple, tu as des gens qui voient des choses qui se modifient après. T'as des gens qui, il y a la qui vont avoir des souvenirs altérés, c'est ça que tu es en train de dire par modifie? Alors non, il y a des choses qui se modifient. Par exemple, la vision peut se modifier. C'est-à-dire que tu vois quelque chose et puis cet objet se modifie ou bien l'objet disparaît. On ne sait pas si en fait ce qui est vu, je parle au niveau de la vision là pour l'instant, même les ovnis par exemple, si il s'agit d'objets matérialisés ou bien si on nous fait voir des choses. Et à ce moment-là, il y aurait une manipulation du cerveau. C'est dommage parce qu'on a l'ami Dachim qui était dans les commentaires qui est un fan des hologrammes et il est persuadé que les ovnis sont des hologrammes. Il est possible. C'est tout à fait possible. Il est possible qu'il y en ait qui soient des hologrammes. Je crois que tout n'est pas pareil. Tout ce qui se passe, tout ce qui vient, vient pas forcément des mêmes dimensions, je dirais. On pourrait dire les choses comme ça. On peut penser qu'il y a des choses interdimensionnelles. Et on peut penser peut-être qu'il y a des choses qui viennent d'autres galaxies, c'est possible aussi, mais en modifiant l'espace-temps. Ok. Dans le chat, j'ai eu une question au sujet de l'insémination dont tu as été victime, Bérangère. Je ne sais pas si on avait répondu à cette question. Ce serait quoi le but de ces inséminations? Ah oui, on n'a pas été au bout. Eh bien donc, dans la régression que j'ai eue avec Isabelle, un moment, je me suis vue marcher sur un brin d'ADN géant. Ah ouais? Ouais. Et donc, c'était une image pour m'expliquer, pour que je comprenne si cette hypnose est réelle. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais il m'expliquait que le but de cette insémination, c'était de modifier l'ADN de mon fils. D'accord. Modifier l'ADN de ton fils. Alors, forcément, un ADN, c'est deux ADN imbriqués qui se. Donc, quel est le premier, quel est le deuxième en fait? Puisque là, tu parles d'une modification. Il modifiait un brin. Il modifiait. C'était modifier un brin. Donc, je sais pas. Je peux pas dire. Moi, je suis pas généticienne. Okay. Le terme, c'était ça. Voilà.
Je sais, c'est bizarre. Je sais, Non, mais on écoute. En même temps, je réfléchis à ma prochaine question. C'est pour ça que tu me vois dans les. C'est pour ça. J'étais en train de me demander, est-ce que ton fils est en pleine santé? Est-ce que... Alors, mon fils, très bien. Enfin, très bien. Il est comme tout le monde, il a ses hauts et ses bas. Hein. J'ai une très belle grossesse que j'ai emmenée à terme. Il est né précoce. Je te disais. Il a fait des comment supérieures. on vit une grossesse? Parce qu'une grossesse, c'est 9 mois. C'est 9 mois où tu te poses des questions quand même. Non, c'est 9 mois. Dans quel état d'esprit? J'étais heureuse, mais j'étais heureuse à un point, tu t'imagines même pas. Je faisais des sorties hors du corps avec mon fils dans l'espace pendant 9 mois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je sortais de mon corps et j'étais avec lui et on était dans l'espace. Je sais pas. Alors, t'étais dans quel état? Éveillé, conscient, inconscient? C'est comment? Endormi? Non, j'étais pas consciente. C'est quand je me couchais. Alors, c'était pas toutes les nuits non plus, mais fréquemment. Je faisais des sorties. J'en ai fait au moins 5, j'en suis sûre. Plus, je sais pas, mais j'en ai fait au moins 5. Je suis sortie. Voilà, je n'en sais rien. Je peux pas. Alors, tu es hors de ton corps, tu vois ton fils, tu le voyais ensemble et on tourne comme ça. C'est fou. Quel est l'état d'esprit que tu as quand tu te réveilles, que tu vis des choses comme ça le lendemain, quoi, j'ai envie de dire. Je suis heureuse, moi. Je suis heureuse. Moi, j'ai une grossesse extraordinaire. Je suis heureuse. Je sais pas ce que je vis, mais je suis heureuse. Je sais que peut-être c'était pour me faire comprendre que on n'est pas différents les uns des autres, tu vois. Il est lui, je suis moi, je suis toi, on est tout le monde. J'en sais rien. Je me suis posé des milliards de questions. Et il y a un moment, tu te poses plus de questions. Tu te dis bon, tu vis l'instant présent, parce que de toute façon, les questions ça sert à rien. T'as pas les réponses. Ouais. C'est vrai que c'est quand même une histoire incroyable que tu nous racontes là, et je m'attendais à avoir des histoires d'abduction. J'étais déjà assez préparé sur le fait de voir des ovnis, etc., que tu nous décrives ça. Est-ce que il y a eu une petite appréhension à l'idée de participer à cette émission? Appréhension, non. Moi, j'ai jamais un petit peu de panique, mais bon, maintenant ça y est, c'est passé. Alors panique, c'est-à-dire? Non, mais dans le sens où j'étais un petit peu stressé, je savais pas trop bien. Au début, je bégayais, quoi. J'ai eu du mal à construire mes phrases. Alors, franchement, c'était une émission vraiment sympa. Je vous propose de faire la pub pour votre livre. Il y a un bouquin qui a été écrit par votre association Céro France. Allez, c'est le moment. Alors attends, je le mets là, je ne sais pas du tout. Attends, allez, vas-y. Encore, ça se voit là? Un peu plus haut, voilà. Allez, parfait. Alors, le lien est dans la description. Il est au prix de 9,99 € sur Amazon. Ah oui, 9,99 €, c'est la version Kindle. Ça, c'est le e-book, c'est le e-book. Et il est à 20 €, 21 € maintenant, avec l'inflation en papier, chez Lulu. En papier. Ouais. Moi, je conseille le papier parce qu'il y a des dessins, il y a des choses comme ça. Et il y a l'histoire d'un autre monsieur qui est dans l'assaut et qui a lévité à telle enseigne qu'il était presque collé au plafond et qui voyait justement les poutres, enfin, il voyait tous les trucs du plafond. Incroyable. Et ça, vraiment, il y a des choses extraordinaires dans les témoignages que l'on a. Alors, je rappelle vos fonctions. Toi, Bérangère, tu es trésorière au sein de l'association Céro France. Et toi, Isabelle, tu es psychologue clinicienne, vice-présidente? Oui. Je suis vice-présidente, oui. Mesdames, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir participé. Est-ce qu'on peut te demander combien de gens ont regardé la chaîne, juste par curiosité? Alors là, en direct, on est monté à une petite 45-50 en direct. Il faut ajouter les replays derrière. C'est pas mal, c'est un bon score. Écoute, on leur dit bien le bonjour et puis on espère qu'ils seront abductés si ça leur fait plaisir ou qu'ils passeront à côté. Et il y avait le foot ce soir, il y avait la France qui jouait, c'est pour ça les gens ils sont devant le foot. Ah, c'est ça les cris que j'entends. Eh oui, il y a du foot. T'as spoilé le score, s'il y a des cris c'est qu'on a marqué. Bon, tant pis. Allez, je vais vous souhaiter une bonne soirée mesdames, merci encore d'avoir participé. Très vite. Merci à toi. Passez une bonne nuit et merci le chat. Revoir. À très vite. Au revoir.